Merci. Je rappelle le thème développé par M. Sow, c'est la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation, place, rôle, participation des acteurs au niveau départemental, quelle coopération et quelle solidarité. Je pense qu'avec ce qu'il a déjà dégagé, qui est beaucoup plus large, tout à l'heure dans le débat, on reviendra un peu sur les aspects liés au niveau départemental. Une association comme l'ADS, qu'est-ce qu'elle pourra faire donc comme état actrice. Je pense que là aussi, il faut continuer des leçons. Mais également, les différents acteurs, quelle coopération et quelle solidarité on peut en dire. Je crois que le débat nous permettra de revenir dessus pour que vous puissiez éclairer davantage. Alors, on parle de participation. Avant d'introduire les opportunités, parce que c'est là où on va, après, je pense que nous n'allons pas vider le thème de notre participation. Il nous reste un point. Et ce point, c'est la question qu'on doit poser à Awa et à suppléer tout à l'heure notre présentatrice. Cette fois-ci, elle vient avec sa casquette de sécurité. On lui pose une question, c'est comment conduire un processus de participation citoyenne dans la mise en œuvre des projets et des programmes de développement. Tout à l'heure, elle a évoqué un peu, étant donné que vous avez fait ce travail-là pendant un certain temps, et vous avez accompagné beaucoup d'organisations dans la participation citoyenne. Parlez-nous, peut-être en 5 minutes, pas plus, de la participation citoyenne dans la mise en œuvre de projets et programmes qui intéressent l'ADS et tous les acteurs qui sont là. Alors, en 5 minutes, par rapport à la thématique, je bégaye un peu, excusez-moi, parce que j'ai aperçu mon mari dans la salle. Et ce n'était pas prévu qu'il vienne. Alors, nous allons, je vais essayer en fait d'aborder ce thème sous 3 points. D'abord, nous allons parler, parce que lorsqu'on parle de participation citoyenne, il y a les conditions préalables à la participation citoyenne. Parce qu'on ne peut pas, mon ami Sow l'a dit, on ne peut pas poser le thème de la participation sans pour autant régler ces questions préalables. Parce que pour qu'il y ait une participation citoyenne, il faudrait d'abord que le cadre juridique, le cadre législatif permette cette participation citoyenne. Et au niveau du Sénégal, on a déjà cette chance. Cette double chose que déjà au niveau de la Constitution qui a été révisée en 2006, on parle 2016, excusez-moi, au niveau de cette Constitution, on a parlé, évidemment, il y a le principe de la libre administration des collectivités territoriales qui revient, mais également, il y a la reconnaissance de nouveaux droits et obligations pour les citoyens. Donc, cette reconnaissance de droits à la fois d'un point de vue civique, d'un point de vue les droits à la fiscalité, il y a un certain nombre d'obligations qui sont posées. Il y a, à côté de la Constitution, nous avons également le Code général des collectivités. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du Code général des collectivités, notamment au niveau de la section 2, il y a des articles, l'article 4, déjà l'article 3 qui parle de ça, et l'article 4 qui parle déjà, qui pose que toute personne physique ou morale peut faire des propositions allant dans le sens de l'impulsion du développement économique et social de sa localité. Donc, ce code a reconnu la participation comme principe de gestion. La participation qui était modalité est devenue un principe de gestion. Cette participation-là, comment est-ce qu'elle se passe? Et malheureusement, c'est ça qui manque. Parce que tout à l'heure, en parlant déjà de la planification, j'ai dit, et je le répète, que par rapport à la manière d'élaborer les documents de planification, il n'y a pas de différence. Il y a le cas isolé du conseil départemental, peut-être de Podor, mais au niveau du Sénégal, on avait le guide de la planification locale.
ce guide de la planification locale avait été élaboré et validé avant l'acte 3 de la décentralisation. Donc normalement, aujourd'hui, le grand défi, c'est de pouvoir réactualiser ce guide de la planification locale en tenant en compte un certain nombre de paradigmes, de problématiques posées par l'acte 3 de la décentralisation. Et si on y arrive, au niveau du Sénégal, l'ensemble des collectivités locales élaboreront leur document de planification parce qu'il y a un document cadre de référence. Je pense que ça, c'est vraiment un grand défi et j'encourage beaucoup le conseil départemental de Podor qui a été proactif à ce niveau-là. Donc, au niveau déjà du Code général, notamment au niveau de l'article 7, on prévoit la possibilité d'instituer des cadres de concertation. Des cadres de concertation qui peuvent être consultés pour des projets et programmes de développement. Et je l'ai dit tout à l'heure, le cadre de concertation peut revêtir plusieurs formes, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Conseil se réunisse pour dire « je délibère pour un cadre de concertation ». On peut avoir un conseil de quartier, on peut avoir des espaces d'interpellation, donc qui sont aussi des cadres de concertation, parce qu'en même temps, le Code a posé le principe de la participation, de la responsabilisation. Il y a aussi ce principe fondamental de la reddition des comptes qui incombe aussi aux élus. Je pense qu'au niveau des élus, on doit être dans une situation où on n'attend plus la fin, on ne doit plus attendre la fin de l'année pour avoir le compte administratif qui sera élaboré par l'ordonnateur local ou pour recevoir la situation financière d'exécution de manière mensuelle. Il doit y avoir des réunions de concertation qui permettent à la fois à l'élu local et aux populations de trouver des espaces ouverts de dialogue où l'élu local a la possibilité de s'expliquer par rapport à un certain nombre d'engagements et d'exprimer les attentes vis-à-vis des populations, et que les populations doivent aussi exprimer les attentes tout en essayant de respecter un peu leurs droits, de respecter les obligations qui pèsent sur elles. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce flux-là qu'il faut essayer de créer. Parce qu'au niveau du Sénégal, on a cette chance extraordinaire d'être très en avance par rapport à la conception, par rapport à un certain nombre d'instruments. Mais ce qui nous manque dans beaucoup de domaines, c'est ce pas supplémentaire qu'il faut franchir pour essayer un peu de vraiment travailler dans la mise en œuvre, dans l'effectivité des concepts. Et à ce niveau-là, ce que moi j'appelle l'exception sénégalaise par rapport à la formulation d'un certain nombre de principes, on doit faire un effort de donner un contenu à ces principes, parce qu'au niveau du Sénégal, ce n'est pas la volonté qui manque, ce n'est pas cette capacité de réflexion qui manque, ce n'est pas l'expertise qui manque, ce n'est pas aussi l'engagement qui manque. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, on doit être dans une situation, parce qu'on a le cas, par exemple, de Saldé, où c'est une initiative, parce que moi, au début, quand Salah me parlait de ça, j'ai riais un peu, j'ai dit, mais Salah, ce que tu veux organiser, mais c'est immense, mais d'habitude, lorsqu'on organise des choses comme ça, on va à Podor pour le faire, mais ça a été un effort et un challenge extraordinaire de pouvoir déplacer ces discussions qui se passent au niveau terroir, de pouvoir transférer ces discussions-là au niveau stratégique, au niveau national, pour permettre aux décideurs de savoir la pratique, la réalité, l'effectivité de ce qui se passe au niveau des terrains. Je pense que ça aussi, c'est vraiment ce mouvement d'aller-retour, ce flux qu'il faut pouvoir organiser, que lorsque la population demande des comptes, que l'élu local ne se mette pas dans une position défensive pour dire « mais il est de quel parti politique ?» Je vais vous raconter une petite histoire. Chez moi, je voulais juste un peu taquiner le maire. J'ai écrit que je voulais avoir une copie du budget, parce que j'ai entendu que le budget a été
voté, adopté. J'ai dit d'accord, moi en tant qu'habitante de la localité, j'ai le droit quand même de demander à mon maire d'avoir une copie du budget. Vous savez ce qui se passe? La première réaction, c'est que toute l'équipe municipale s'est déplacée jusque chez moi pour essayer de dire mais de quel parti politique elle est. Et un soir, je suis venue je suis allée voir ma mère et elle m'a dit « Ah, l'équipe municipale est très gentille, ils sont venus ici me dire bonjour. » Moi, j'étais même étonnée parce que je viens de rencontrer le maire. J'ai dit « Ah bon? Qu'est-ce qui se passe là? C'est la première fois depuis qu'on habite ici, on n'a pas l'opportunité de voir le maire. Aujourd'hui, je demande à avoir une copie du budget. On en fait tout un tas d'histoires. Or, c'est quelque chose, c'est un document public qui doit être accessible aux frais de l'administré. Ce document doit être accessible. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce sont des choses, pour moi, pour pouvoir participer, il faut d'abord connaître. Pour pouvoir participer, il faut être sensibilisé. Pour pouvoir participer, il faut être formé. Parce que la participation aussi, cette démocratie, parce que c'est Alexis de Tocqueville qui disait que la décentralisation, c'est une école de la démocratie. Mais la décentralisation ne doit pas se transformer aussi en une sorte de pagaille. On ne doit pas être dans cette relation conflictuelle entre la population et les élus locaux. On ne doit pas être dans cette position conflictuelle entre l'autorité décentralisée et les autorités déconcentrées et les services techniques déconcentrés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité de redéfinir les rapports entre les différentes parties prenantes du processus, parce que c'est dans cette clarification des rôles et des responsabilités que chaque acteur, chaque actrice peut avoir pleinement conscience de la mesure de son action. Alors, pour les outils de participation, c'est là où je vais en terminer. On a parlé déjà de tous ces cadres de concertation. On a parlé aussi de ces espaces d'interpellation. Moi, j'aimerais bien que l'ADS puisse, avec le conseil départemental de Podor, avec la mairie aussi, puisse de manière périodique introduire, en fait, demander à rencontrer les autorités, pas seulement pour essayer d'expliquer ce qu'on va faire, les routes à construire, les infrastructures à construire, parce que le grand défi pour nous, si on veut avoir un changement, c'est de travailler au niveau des mentalités. Le grand défi, c'est d'introduire des actions d'infrastructure, d'amélioration de services. Parce que l'infrastructure n'a jamais développé un pays. L'infrastructure contribue au développement. Mais ce qui est important, c'est de permettre à ces gens qui utilisent l'infrastructure de se dire on a un outil extrêmement important qu'il faut maintenir, qu'il faut préserver, qu'il faut entretenir et qu'il faut gérer comme si c'était mon propre bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une innovation majeure qui a été introduite. Et Arthur Schopenhauer disait que l'innovation passe par 3 étapes. La première étape, elle est ridiculisée. Lorsqu'on veut innover, on est ridiculisé. La deuxième étape, c'est qu'on est farouchement combattu. La troisième étape, c'est que les gens se rendent à l'évidence et se disent pourquoi pas, il fallait le faire. Et aujourd'hui, l'ADS l'a fait et on félicite vraiment cette initiative extraordinaire. Merci. Amadou Sy va nous parler effectivement des formes de financement à la base entre collectivités locales et associations de développement. Monsieur Sy, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Walter, monsieur le ministre, président Moumoun. Donc, je voulais essayer de rappeler le budget de débat sur l'entité association ADS qui nous a réunis ici. Parce que si une association dit je veux participer à des programmes de développement, soit qu'elle a les ressources pour le faire, ou bien elle s'attend à s'allier ou à aller en partenariat avec des entités ou d'autres acteurs ou d'autres participants au processus de développement.
Et ici, je pense que l'ADS, en tant qu'association de développement, a identifié les collectivités locales, représentées ici par des maires, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, et elle essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut venir apporter. Alors, si on prend le cadre associatif sénégalais, et par définition, le cadre associatif d'une manière générale, ce n'est pas des organisations très riches. On a quelques contributions de membres, on peut avoir des ressources qu'on peut tirer de bonne volonté, mais la plupart de nos associations, de par ma petite expérience, elles s'activent, elles font quelque chose parce qu'il y a un partenaire au développement, un bailleur de fonds qui leur octroie quelque chose. Ça a été la tendance depuis, disons, les années 70 jusqu'à maintenant. De plus en plus, on veut domestiquer cette possibilité des associations de s'impliquer dans le développement en tirant sur les ressources domestiques. Et une des portes d'entrée des ressources domestiques serait qu'est-ce qu'il y a dans le budget d'une collectivité locale comme le conseil départemental de Podor pour une association comme l'ADS. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Tant qu'on n'a pas réglé, quand une collectivité locale planifie, budgétise et valide et approuve son budget, est-ce qu'on a une lisibilité claire des lignes budgétaires, des dotations qui sont destinées à une intervention communautaire? Il y a Mme Tchoud qui a dit qu'elle a juste demandé à une collectivité locale de partager son budget et ça a été un tollé dans le quartier. Donc, pour une association de développement comme l'ADS, quelle est la porte d'entrée? De quel pouvoir elle dispose pour savoir que le département de Podor a voté un budget de 30 milliards ou de 100 milliards et que dans ces 100 milliards, il y a 12 ou 7 qui sont destinés à des acteurs communautaires comme l'ADS. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à régler cette question quand on parle de la participation des organisations communautaires dans le développement local. Ça, c'est ma première question. J'ai dit, pour moi, l'acte 3, peut-être les spécialistes de la décentralisation, tout à l'heure, Mme Tchoud et même Walata l'ont parlé, et Grand Sow. Les concepts sont là, la volonté de l'État est là, mais il faut aller jusqu'à un autre niveau. Sinon, c'est très prématuré de prétendre qu'on peut participer à un développement. Si vous n'avez pas le capital, vous n'avez pas les ressources. Vous pouvez avoir l'ingéniosité et l'expertise, mais vous n'avez pas les ressources. Vous n'avez pas les ressources pour mettre une activité. J'ai un autre questionnement aussi qui est lié à comment on met le développement d'une manière générale. Quand on parle de projet de développement, parce que vous pouvez être le conseil départemental de Podor ou bien la mairie de Boké-Dialoubé, qui est la mairie, ma commune, vous pouvez voter votre budget. Si la commune ou le conseil départemental a les équipes, les unités techniques et l'expertise pour dérouler un certain nombre d'activités dans le domaine de la santé ou l'éducation ou le secteur primaire, l'agriculture, elle peut se dire, mais pourquoi j'ai besoin d'une association? Donc, voyez le hic. Tant qu'il n'y a pas un changement de paradigme dans lequel les collectivités locales savent l'État les a mandatés, les a transférés un certain nombre de compétences et de pouvoirs pour planifier, mobiliser des ressources, faire un certain nombre de choses, mais elles ont une limite dans ce qu'elles peuvent faire. Il y a d'autres acteurs plus habilités et qui ont des outils et des procédés opérationnels plus efficaces pour aller de l'avant. Ils se disent, je n'ai pas besoin de gérer cette enveloppe, je n'ai pas besoin de centraliser ça, je l'octroie. Je l'octroie à des acteurs communautaires et l'ADS peut être juste un prétendant parmi tant d'autres associations. Ce changement de paradigme
qui consiste à dire qu'on peut faire le développement, on peut réussir son plan de développement dont parlait le président tout à l'heure, le plan de développement de Podor, en sous-traitant et en contractualisant peut-être 40 ou 60% des activités que j'ai prévues. Parce qu'il n'est pas de mon ressort d'aller, en tant qu'un conseiller ou une équipe de conseillers, d'aller faire de la sensibilisation dans les villages, par exemple. Ça, c'est ce qu'une organisation communautaire de base va faire. Mais il y a des choses aussi qu'une organisation communautaire de base ne peut pas faire. Donc, est-ce que vous avez les ressources? Est-ce qu'il y a la lisibilité dans les outils et les documents de travail des collectivités locales? Il y a une lisibilité financière qui permet aux associations de venir et de bomber le torse, dire je veux faire, je veux contribuer. Et dans ce cas, personne n'a le droit de les empêcher de le faire, parce que ça fait partie de l'esprit de la décentralisation et de la délégation des missions. 2, il faut que dans la tête des décideurs, des ordonnateurs, de nos élus, que le changement de paradigme pour faire et donner de la place à d'autres acteurs est déjà que ce travail... Il y a quelqu'un qui a parlé que le développement est un changement de mentalité, je reviens à Mme Thioune, voilà. Donc, est-ce qu'on a réglé cette question? Parce que sinon, vous comprendrez aussi que nos collectivités locales ont des ressources limitées. Si la mairie n'a pas de quoi payer son carburant, elle n'a pas suffisamment de ressources pour les petites fournitures de bureaux quand ils se réunissent pour d'abord régler leurs problèmes de fonctionnement. Où est-ce qu'elle va tirer, cette collectivité locale, de l'argent ou d'une dotation budgétaire pour dire à une association, appuyez-moi dans l'éducation, appuyez-moi dans la santé, appuyez-moi dans la promotion des activités de jeunesse? Ça, c'est un troisième questionnement pour une bonne implication des organisations de la société civile dans nos plans de développement. Le troisième élément qui mérite une réflexion aussi, c'est nous, associations. Une association, c'est une entité, c'est un corps vivant, qui n'est pas un corps physique, mais c'est un corps vivant. Quels sont les modes de gouvernance que nous avons? Parce que le président du département de Podor ou le maire de la commune de Boké-Dialoubé, il voudra bien vous sous-traiter, vous faire confiance pour une mission que l'État lui a déléguée ou que les populations qui lui l'ont déléguée, mais il faut qu'il sente et qu'il voit en vous un certain formalisme. Est-ce que vous êtes bien structuré? Où se trouvent vos instances de gouvernance qui lui permettent de savoir que la bonne gouvernance, pour parler selon les modes du jour, est là? Est-ce qu'on gère bien les conflits d'intérêts? Est-ce qu'il y a la question de la redevabilité? Parce que si vous êtes une association de développement de Saldé et la commune de Boké-Dialoubé qui ne comprend pas que Saldé vous donne un programme pour mettre en œuvre au nom des populations de l'île Amourfil, vous êtes redevable à beaucoup de gens. Ce n'est plus seulement les membres de l'association de Saldé, ni du village de Saldé, ni des sympathisants de Saldé, mais vous êtes redevable. Est-ce que cette culture de redevabilité et de compte-rendu, nous, acteurs communautaires qui voulons participer au processus de développement, est-ce qu'on l'a intériorisé? Et quatrième et dernier élément, c'est que il faut qu'une association sache quel est son corps de métier. Le développement est vaste, ça va de A jusqu'à après Z. Alors, est-ce que je suis fort pour les questions de santé? Si je ne le souhaite pas, s'il y a une petite épidémie qui se déclare dans le département de Podor, les décideurs ou ceux qui sont chargés de contrecarrer cette épidémie, ils savent qu'il y a une association qui a des antennes, qui fait dans la santé ou qui fait dans l'éducation. Donc, ils sont les plus indiqués pour venir en aide à moi. Mais si une association, elle quitte l'agriculture pour aller à l'aquaculture, pour aller à la pêche, pour aller à la santé, pour aller à l'éducation, elle n'est experte à rien. Et ce serait perdre du temps et des ressources que de lui confier quelque chose que moi, maire ou président de conseil départemental, je voudrais confier ça à une expertise avérée, parce que je n'ai pas le temps de perdre beaucoup de temps sur la question de la santé ou de l'éducation.
Mais je l'ai sous-traité, je l'ai contractualisé à une organisation parce qu'il s'est défini un corps de métier. Nos organisations doivent aussi, pour être attractives et capter les financements ou les dotations budgétaires, elles doivent se spécialiser. Je ne veux pas dire qu'elles doivent aller dans des universités internationales pour apprendre une certaine expertise, mais on doit retrouver dans notre membership des choses qui montrent que si demain le département de Podor vous fait confiance pour une question donnée, vous pouvez donner le meilleur du service. Une fois que ces 4 éléments sont là, le reste c'est une question d'opérationnalisation. Parce que les ressources qui seront budgétisées par le conseil départemental ou par la commune de Boké-Dialoubé, c'est des ressources publiques, c'est des ressources de la communauté. Donc avant qu'il ne se lève et octroie une subvention à une association X ou Y, il faut un petit mécanisme. Et c'est dans le développement, c'est ce qu'on appelle la gestion des subventions ou des financements. C'est que vous preniez une organisation internationale de haut niveau, une fondation de haut niveau, elle va vous toujours dire, voici mon cycle ou ma méthodologie ou ma procédure d'octroi de subventions. Je pense que si nous, collectivités locales, aux conseils départementaux, aux mairies, on veut avancer dans la fonction de faire et de sous-contractualiser certaines de nos missions à des acteurs communautaires comme l'ADS, il faut se doter de ces outils qui vont dire à l'ADS, moi, conseil départemental de Podor, je veux faire tel programme. J'ai mis tel critère en place. Je les ai publiés dans tel endroit. Pour postuler, voici le canevas. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que l'ADS dans le département de Podor. L'association de Ndjoum peut postuler. L'association de Kaskas peut postuler. C'est ça qui amène l'émulation. Les gens compétissent parce qu'ils ont reçu l'information. Elle peut être publiée au siège du département ou au locaux de la mairie de Boké ou dans les communautés rurales, dans les arrondissements, disons, ou même dans les Louma. L'essentiel, c'est que l'information est diffusée. Si elle est diffusée avec les critères objectifs, qu'est-ce qu'on cherche? Qui a les compétences? Beaucoup vont s'éliminer parce qu'on sait ce qu'on cherche. Celui qui n'a pas des antennes à Demet, à Boké, à Galoé ne pourra pas postuler parce que le conseil départemental cherche une organisation qui a un bon maillage de ma zone. Ou bien je cherche quelqu'un qui est spécialisé dans tel village ou dans telle thématique, dans la zone du Djeri. Parce que je veux faire quelque chose qui a trait à l'élevage ou au lait. Là, nous procédons par élimination et on arrive à sélectionner les meilleurs acteurs, les meilleurs opérateurs communautaires qui peuvent nous permettre. Il faudra par la suite définir les mécanismes de décaissement des fonds. Souvent, dans le premier décaissement, déjà, les gens se trompent. Soit on a donné des fonds à une organisation qui n'a pas l'habitude de gérer plus de 3 millions. On n'a pas fait une analyse de capacité de l'association avant. Parce que même si elle a postulé, elle a donné un bon projet, c'est une organisation qui n'a jamais géré 10 millions. Vous vous levez un jour, vous voulez qu'il gère 100 millions pour tout le département. Il y aura des problèmes. Si vous voulez le confier ça, il faut un programme de renforcement de capacité, ce qu'on appelle l'appui technique pendant la mise en œuvre. Et nos organisations aussi, je le dis en amont, doivent être habituées à des audits et des évaluations. De la même façon que les collectivités locales sont redevables et peuvent être inspectées, évaluées, quand elles vous confient des tâches ou vous donnent une partie de leur budget pour exécuter, il faut être préparé à l'évaluation. Tous ces processus, ces étapes et ces bullet points que je suis en train d'indiquer, ça se transforme à ce qu'on appelle des manuels ou des techniques ou des approches de gestion et d'octroi des subventions. La communauté, la collectivité locale en a besoin, les associations en ont besoin pour pouvoir opérer. C'est les inputs que je voulais ajouter dans cette discussion en disant que les préalables, il faut d'abord les régler, les ressources, la professionnalisation,
le changement de mentalité par rapport au faire-faire et à la sous-contractualisation, et les organisations aussi, le travail interne qu'ils doivent faire pour avoir des standards de gouvernance et de gestion qui permettent de donner de l'assurance aux élus. Aucun élu ne va vous donner une partie de son budget sans être sûr qu'il sécurise, parce que demain, ça se retourne contre lui. Si en cas de mal gouvernance ou de mauvaise utilisation des ressources. Et une fois qu'on a ça, le reste, c'est une question de technique et d'outils d'octroi des subventions. J'imagine que dans les prochains cycles de planification, en plus d'avoir les plans, il faut aussi aller à l'élaboration d'outils pour opérationnaliser les plans. Parce que c'est là-bas où une association comme ADS pourra savoir par quelle porte elle peut rentrer et être en partenariat avec une mairie ou avec un conseil départemental. Je vous remercie. Mais également, vous avez parlé d'actualisation du Code général des collectivités locales. Ça aussi, c'est à faire. Aussi, articulation du PSE par rapport à un certain nombre d'activités ou autres. Mais également des guides, tout ce qu'on doit réaliser, parce que beaucoup de choses ont été faites sous l'acte 2 et on est sous l'acte 3. Mais également, en termes de participation, que ce soit au niveau départemental, de manière générale, il y a des instruments, il y a même un cadre politique, juridique qui favorise aujourd'hui la participation. Ceci est heureux. Mais pour que cette participation soit, c'est important, je crois, de saisir des opportunités. C'est pour cela qu'on va interpeller M. Abdoulaye, directeur de la promotion des investissements, qui lui va nous parler des opportunités d'investissement offertes aux collectivités locales du département de Podor à travers les partenariats au développement en général et la coopération décentralisée en particulier. Alors, qui est M. Abdoulaye? C'est le directeur de la promotion des investissements du Sénégal depuis 2013. Il est fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il a travaillé pendant plus de 15 ans sur l'analyse macroéconomique et le secteur financier au département des études, avant d'être mis en position de détachement auprès du gouvernement sénégalais. Alors on peut donner encore beaucoup d'autres détails, mais je pense qu'il est bien placé pour nous parler de cela et nous allons capter avec lui ces opportunités d'investissement qui sont offertes. Je lui donne la parole. Merci. Voilà notre plan de travail. Alors, mon objectif, c'est de vous décliner ce qu'il y a dans le document de référence des politiques économiques du Sénégal, le plan Sénégal émergent, ce que moi j'en tire comme implication pour notre zone, Saldé environ, disons le nord du Sénégal, plus généralement. Enfin, le nord, j'ai pris un risque d'être corrigé. Le nord, ça commence, paraît-il, à Louga, ça va jusqu'à l'extrémité de Matam. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le département de Podor. Je n'ai pas osé l'écrire. Mais c'est ça en réalité. Quelles sont les implications sur la base de nos opportunités, sur la base de notre savoir-faire, sur la base de notre identité économique? C'est Al-Hassan Khan, économiste agricole, expert en planification, suivi et évaluation de projets et programmes de développement rural. Donc, conseiller de la présidente de l'association pour le développement de Saldé, en charge de la commission agriculture, environnement et foncier. Et donc, dans le cadre de l'ADS, Association pour le développement de Saldé, qui a été créée en 1990, et qui a eu à mener beaucoup d'activités au niveau du village, dans le domaine social, notamment la réhabilitation de la mosquée, du cimetière, et des activités aussi de renforcement de capacité du poste de santé pour pouvoir l'équiper et un peu en équipement mais aussi en médicaments. Depuis 2015, l'ADS quand même a eu une nouvelle approche avec un nouveau bureau justement dirigé par la présidente Salamata Ly, une approche basée sur le développement économique de Saldé et environ. Donc c'est une association qui, au-delà donc du village de Saldé, vise à promouvoir le développement même de l'île Amorphile et du département de Podor. Depuis 2015, donc le nouveau bureau dirigé par Salamata et son équipe, il y a 9 commissions,
Donc ce bureau est en train d'élaborer un plan de développement stratégique 2017-2020 qui définit un peu les orientations en matière de développement du pays avec un peu l'identification des financements potentiels à travers les programmes de l'État. Donc c'est pour dire que c'est une association maintenant qui est très soucieuse du développement après avoir beaucoup fait au plan social et culturel. Maintenant je pense que vu le contexte du plan Sénégal émergent avec ses programmes sectoriels, l'ADS se dit qu'il faut vraiment élaborer des programmes, aller rechercher des financements parce que SALDE a la chance d'avoir des personnes ressources de qualité à travers le Sénégal, mais à travers aussi l'international. Donc ce plan de développement stratégique est en train d'être élaboré et finalisé. Et dans le cadre donc du dîner-débat que nous avons organisé, il y a une approche en matière de participation citoyenne par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Je pense que c'est une thématique très actuelle parce que l'État est en train de faire des efforts énormes en matière de décentralisation en dotant des moyens au département. Mais je pense que la participation des populations pour mener à bien ces programmes-là n'est pas encore tout à fait effective. Et ADS, en tant qu'association de développement de SALDE, veut donner l'exemple en disant que nous devons être au devant de cette décentralisation, de l'acte 3 de la décentralisation. Donc il y a eu beaucoup de discussions sur les aspects stratégiques. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'acte 3 de la décentralisation? Il y a des experts qui se sont prononcés, qui ont donné effectivement des exemples concrets, mais qui ont aussi montré les limites que jusqu'à présent, on n'est pas encore en profondeur en matière d'appropriation des populations à la base. Donc nous, ADS, ce que nous avons préconisé une démarche qui consiste à accompagner les projets et programmes de l'île Amorphile pour une bonne compréhension à la base par les populations, mais aussi qu'ils s'approprient, comme ça au moment de la mise en œuvre, je pense que les résultats seront garantis. Maintenant, quelle est cette approche que nous proposons au niveau de l'ADS pour accompagner l'appropriation de ces programmes à la base? Nous n'avons pas attendu peut-être ce moment de dîner-débat pour le faire. Comme je l'ai dit, durant les 2 années, nous avons commencé déjà à réfléchir. Dans le cadre, par exemple, de l'aménagement SALDE Walla, qui est un aménagement de 509 hectares, qui a été réalisé en 1990, qui n'a pas connu trop de succès, les nouvelles autorités, et c'est le moment, je crois, de les remercier, avec le régime de Macky Sall, qui a eu à réhabiliter ces aménagements et qui a commencé donc à reprendre les aménagements avec, par exemple, des objectifs de qualité. Et on s'est dit qu'on ne va pas les laisser faire seuls, il faut aussi que nous contribuions. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place un comité local de suivi de ce chantier-là, qui regroupe tous les 5 villages et hameaux et les autres hameaux qui sont concernés par ce programme. Et nous, en tant qu'ADS, nous avons renforcé les capacités de ces populations, de ces producteurs, en matière de suivi des chantiers, en matière de mobilisation sociale, mais aussi en matière de plaidoyer pour que les aménagements soient de qualité. Donc ce comité de suivi local des chantiers a été institué en février 2017 sous la présidence du sous-préfet avec tous les acteurs concernés. Et aujourd'hui, il y a une union qui fédère tous les villages. Et cette union est présidée par quelqu'un qui est de Ouassetake, mais qui est composé d'un bureau avec tous les villages concernés par ce qui. Et ça a été une initiative de l'ADS. Je pense que voilà un acte concret qui montre que nous aidons la bonne mise en œuvre des projets et programmes. Au-delà de cette activité, l'ADS aussi a procédé à un recensement des organisations communautaires de base pour pouvoir voir un peu leur niveau d'évolution, pour pouvoir voir quel programme de renforcement de capacité et mettre en place pour pouvoir les renforcer justement pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Donc c'est des exemples qu'on peut citer pour montrer que l'ADS vraiment a anticipé sur cette question d'appropriation, de participation citoyenne par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons eu à organiser des journées de consultation gratuites, médicales, qui ont eu la participation de plusieurs spécialistes. Et on a vu qu'il y avait même des gens qui venaient de la Mauritanie pour venir se consulter. Je pense que tout ça, c'est pour dire que l'ADS est en train de prendre les devants par rapport à l'accompagnement des programmes étatiques. Maintenant, c'est une volonté que nous avons. Maintenant, il faut que les gouvernants nous accompagnent de façon à ce que cette expérience que l'ADS est en train de sortir, que ça soit capitalisé au niveau de toute l'île Amorphile, mais aussi au niveau de tout le département. Et de ce point de vue, nous sommes heureux de constater que nous avons vraiment un engagement du département de Podor à nos côtés.
Parce que Mamadou Dia, son président, quand on lui a parlé de ce programme-là, vraiment, il a dit que c'est vraiment une occasion innée pour lui pour pouvoir avancer. Et il a répondu favorablement et il a beaucoup contribué à la réussite du dîner débat qu'on a organisé. Mais ensuite, notre maire, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui est ministre des Infrastructures, il a honoré de sa présence à cette importante rencontre. Et vraiment, à travers les idées qui ont été sorties, il a pu comprendre que vraiment l'ADS offrait une opportunité pour pouvoir véhiculer un message, mais pour pouvoir aussi accompagner les programmes de développement au niveau de l'île Amorphile, mais voire aussi de tout le département de Podor. Donc je pense que nous, en tant qu'experts en matière de développement rural, parce que depuis plus de 20 ans, nous sommes dans des projets et programmes, que ce soit la présidente, que ce soit moi, que ce soit celui qui est chargé de la santé ou bien un autre, tout le monde est en train de travailler pour le développement d'une partie du Sénégal. Mais on s'est dit, mais pourquoi ne pas fédérer nos forces pour développer notre village, qui est un village quand même, du point de vue historique, qui a un nom. Parce qu'un village où l'école a plus de 125 ans, où l'école qui a vu passer beaucoup de cadres, aujourd'hui nous sommes tous issus de cette école-là, nous devons nous organiser pour pouvoir accompagner. Donc à travers cette approche, nous voulons contribuer dans la réflexion stratégique avec l'État, avec les acteurs de l'État, pour qu'on puisse vraiment concrétiser l'acte 3 de la décentralisation. Parce que je pense que le Sénégal est très en avance en termes de conception, en termes de théorie en matière de collectivité locale, de décentralisation. Mais du point de vue pratique, je pense que beaucoup de panélistes l'ont même expliqué, qu'il y a un écart entre la conception et la pratique de l'acte 3 de la décentralisation. Nous sommes en train de montrer un exemple pour dire que nous sommes en train de pratiquer l'acte 3 de la décentralisation. Et nous sommes ouverts à collaborer avec toutes les communes du département de Podor pour qu'on ait un cadre de concertation des associations villageoises de développement. Parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand on dit même que le monde est un village planétaire, à plus forte raison qu'à l'échelle d'une localité comme l'île Amorphile ou bien d'un département ou d'une région, on a intérêt à ce qu'on se concerte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui peuvent être dans une localité, mais qui vont impacter dans d'autres, et que les intérêts sont les mêmes. Mais peut-être que les ressources en termes fonciers ne sont pas les mêmes. Donc il y a lieu de se concerter pour aider l'État à bien planifier la mise en œuvre de ces programmes pour le bien des populations. Pour que l'impact attendu du plan Sénégal émergent en général et de ces plans sectoriels comme le PRACAS, comme le programme de développement de l'élevage, tout ça, il faut que nous puissions accompagner ce processus de façon à ce que les populations sentent carrément que le PSE est en train d'être exécuté. Parce que le grand problème des pays en développement, c'est souvent ça. On fait de bons programmes, effectivement. Le PSE est un excellent programme, très ambitieux et qui va jusqu'à 2035. Donc je pense que les générations futures même sont concernées. Donc il faudrait que nous, dans notre démarche, que nous aidions l'État à pouvoir exécuter correctement ces programmes-là. L'État est en train de bien le faire, mais je pense que pour une meilleure appropriation, il faut que les associations villageoises de développement s'affirment pour pouvoir accompagner le procès. Sinon, l'impact peut ne pas être trop majeur. Mais je pense qu'il faut arriver même à aider l'État à réaliser des séances d'auto-évaluation de ces programmes en impliquant les bénéficiaires, les partenaires techniques et financiers, mais aussi les services techniques étatiques au niveau décentralisé. Et l'ADS a les moyens de faciliter ce cadre d'auto-évaluation au niveau d'une zone qui pourra être répliqué au niveau d'autres zones du département, voire aussi de la région et voire du pays. C'est pourquoi vraiment ce que la direction de la bonne gouvernance a exposé en termes de programmes qu'ils ambitionnent de faire, nous sommes preneurs par rapport aux villages tests qui vont être choisis pour mener des programmes pilotes en matière de gouvernance locale. Je crois que l'ADS peut accompagner notre commune Boké-Dialoubé à réaliser un test parce que nous en avons les capacités humaines, ce qui est essentiel pour pouvoir réussir ces tests-là qui pourront être amplifiés après à l'échelle du pays. Et donc, la SAED est là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec la SAED. Je connais l'enjeu qu'il y a en matière agricole aujourd'hui. L'autosuffisance en riz, c'est vrai, l'objectif c'est 2017. L'État a fait un énorme bond. Mais je pense que les populations ont besoin d'être informées par rapport à l'autoconsommation du riz. Parce que rien ne sert de produire beaucoup de riz, mais de pouvoir consommer autre riz que le riz qu'on a produit. Ça devient du gâchis. Et pour cela,
Je pense qu'il faut qu'on accompagne l'État à la mise en place d'unités de transformation de ces riz-là. Et nous, dans le cadre du plan stratégique que nous avons élaboré, qui a les 9 secteurs d'intervention, et tous les 9 secteurs, pratiquement, c'est des secteurs qui sont dans les compétences transférées des collectivités locales. Aujourd'hui, la santé, nous avons dans le cadre de notre plan stratégique de développement 2017-2020, nous avons identifié des actions dans le domaine de la santé pour remettre à niveau notre poste de santé, voire même comment, dans le cadre du PUMA par exemple, qui prévoit de faire des hôpitaux ou bien des districts sanitaires pour pouvoir les accompagner à le réaliser. Dans le domaine de l'agriculture, le PUMA prévoit de faire des fermes agricoles. Il faut qu'on prépare le terrain au PUMA en sensibilisant les populations, en réglant le problème en amont des problèmes fonciers pour qu'une fois que le programme vient, parce que c'est des programmes d'urgence, la durée d'exécution est très limitée. Donc il faut qu'on anticipe au maximum pour qu'on puisse rentabiliser ces programmes-là. C'est la même chose pour les programmes comme PUDC, où c'est des programmes d'urgence. L'État doit avoir des résultats immédiats, impactant positivement sur les populations. Si les populations aident, à mon avis, à sensibiliser sur ces programmes-là, je pense que ça va être une plus-value non négligeable. Donc, l'approche que nous préconisons en matière de participation citoyenne, c'est de dire que ces programmes sont les nôtres. C'est l'État qui a eu ces idées, mais c'est pour nous ces programmes. Nous anticipons au maximum pour faciliter la réalisation de ces programmes-là pour un impact positif. Il y a la question de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la question de l'environnement à l'île Amorphile, avec le problème des berges au niveau du fleuve. Aujourd'hui, il y a des habitations qui sont menacées par l'avancée du fleuve, avec les changements climatiques. Mais il faut qu'on intègre dans notre plan de développement stratégique cette question qui est cruciale, environnementale, parce que c'est une question qui non seulement est présente, mais qui concerne les générations à venir. Aujourd'hui, nous devons être soucieux, dans 10 ans, 20 ans, comment Saldé va devenir. Et si on peut mettre des mesures d'atténuation de l'avancée un peu du fleuve, il faut dès à présent qu'on les intègre dans le programme. Et dans donc le plan stratégique que nous avons élaboré, nous avons toujours identifié des activités qui pourront être menées en rapport avec ces programmes. Maintenant, la démarche consiste à dire que nous n'avons pas les moyens financiers. Il faut qu'on soit aussi objectif. On a les idées, on sait qu'il y a des programmes qui ont prévu de faire telle chose. Nous élaborons des plans d'action, mais dont le financement dépend en grande partie de ces programmes-là. C'est pourquoi le plan d'action, je pense, je parle sous le contrôle de la présidente, c'est un plan d'action auquel nous croyons et que nous devons partager avec les autorités au plus haut niveau pour que les services étatiques comprennent ce que nous voulons faire et chacun, par rapport à son domaine d'intervention, puisse dire « Ah, j'ai déjà quelque chose qui est préparé par Saldé et environ. Pourquoi donc essayer d'insérer ce qui est prévu dans mon programme de façon à ce que Saldé et environ en profitent ?» Donc l'approche de participation citoyenne de Saldé se résume essentiellement à ça. Une participation responsable qui prenne en compte les priorités de l'État et qui vise à sensibiliser les populations pour leur adhésion massive à ces programmes-là. Et je pense que les profils que nous avons au niveau de l'ADS nous permettent quand même de le réaliser dans un délai raisonnable. Voilà ce que je voulais dire un peu en matière de participation citoyenne. C'est la vision de l'ADS, nos préoccupations, mais rassurer aussi que nous avons une bonne lisibilité et visibilité de ce que nous voulons faire, parce que ça a été bien dit dans le rapport, dans le document que nous avons élaboré de façon participative et ascendante, ce document qui fera l'objet de partage itératif avec les populations à la base. Et je pense que nous prévoyons d'aller au village, rencontrer les populations, valider définitivement ces programmes-là et de pouvoir maintenant commencer à travailler. Parce que 2017-2020, c'est vrai, c'est pas long, mais il faut quand même que l'objectif soit atteint. Et l'accent sera mis sur un suivi-évaluation participatif et orienté vers les résultats. Ça aussi, nous le garantissons. Parce qu'aujourd'hui, les questions de redevabilité, c'est important. Il ne s'agit pas de dire nous avons fait ceci, mais qu'est-ce que ça nous a coûté, où est-ce que c'est parti et qu'est-ce que ça a produit comme effet et impact. Et là, nous prévoyons, d'ailleurs dans le document, nous avons un logigramme qui montre la chaîne des résultats de chaque commission par rapport à l'objectif d'amélioration des conditions de vie des populations de l'île Amorphile.